Alors, on arrive progressivement. On va aller voir parce que la salle est dans une grotte. La salle est dans une grotte. Ceci est l'ermitage de Galamus. Alors voilà, nous avons passé la porte du pays des fous. Pourquoi le pays des fous? Parce qu'on va aller voir déjà une région qui est complètement extraordinaire, pleine de mystères, un trésor qui aurait été enfoui, des énergies qui donneraient des pouvoirs magiques, qui guériraient ou qui rendraient fous. On va rencontrer des gens complètement atypiques, issus non seulement du milieu alternatif, mais également du milieu de la finance, du milieu de la recherche. On est sur un terrain complètement fou et c'est ça qu'on va vivre pendant un moment et on va se faire plaisir. Alors on y va ensemble. Pour avoir une idée un peu plus précise de notre terrain de jeu, prenons un petit peu de hauteur si vous voulez bien. Le pays des fous est une région somme toute assez petite, située à 2 pas de la frontière espagnole. C'est la haute vallée de l'Aude, un véritable accordéon géologique constitué de montagnes et de vallées escarpées où foisonnent grottes et anciennes mines perdues. Ici, c'est le pêche de Bugarache qui s'impose, avec ses 1230 mètres, ses mystères et ses légendes. Mais nous en reparlerons plus tard. C'est dans un petit village nommé Rennes-le-Château qu'il y a un peu plus d'un siècle a commencé l'histoire que je vais vous raconter. Le fabuleux trésor de la Bessonnière, le curé au milliard. C'est en 1885 qu'arrive dans ce petit village un curé appelé Béranger Saunière. Béranger a 33 ans. Il est fort d'esprit, fort de caractère et possède un physique qui met tout le monde d'accord. Hélas, la petite église dont on lui confie la gestion est en piteux état. La toiture est crevée et l'eau tombe sur la tête des fidèles lors des offices. C'est un peu Notre-Dame des courants d'air. Malheureusement, pour faire des travaux, il faut de l'argent. Et il est inutile d'en demander à monsieur le maire, car entre eux, c'est la guerre. Oh Seigneur, vous êtes encore plus mal logés que moi. Un peu comme Don Camillo et Pépone, s'ils se respectent mutuellement, c'est sur le plan politique qu'ils sont en profond désaccord. Le maire est un républicain, tandis que Béranger est profondément royaliste. Je n'ai pas plus peur d'un curé mouillé que d'un curé sec. Oui. D'ailleurs, l'arrivée de Béranger coïncide avec la période des élections. Même celles qui ont attrapé la fièvre appeuse. Malheureusement. Et bien sûr, notre curé ne peut s'empêcher lors d'une messe d'inviter ses ouailles à voter comme il l'entend. À l'exception de ceux qui devraient le savoir, l'ancien de notre village, victime de ceux qui font des promesses, ne les tiennent pas. Le maire dépose plainte, et voici notre curé à peine arrivé, suspendu de ses fonctions et mis en quarantaine pendant 6 mois à Narbonne. Il paraît que je me suis mal conduit. Moi, je veux bien. Mais devenir curé d'un village de fous, comme punition, c'est déjà quelque chose. Vous n'allez pas maintenant me laisser tout seul dans ce pays mangé par les vers. Cette punition étant arrivée à terme, Béranger réintègre Rennes-le-Château et se lance dans la réfection de son église. En effet,
Béranger dispose tout à coup de 3000 francs or. Et ce n'est pas rien. Mais d'où vient tout cet argent ? C'est que lors de sa mise en quarantaine, Béranger a reçu un don de la comtesse de Chambord. Pourquoi ? Nul ne le sait exactement, mais certains soutiennent qu'elle lui aurait demandé de retrouver quelque chose de très important caché à Rennes-le-Château. Désormais, les grands travaux peuvent commencer. Parmi les choses à remplacer, l'autel, qui est composé d'une vieille dalle posée sur 2 piliers. Béranger, aidé de 2 ouvriers, soulève la dalle. Et voici que dans un des piliers apparaît une cache dans laquelle sont logés des parchemins. Personne ne sait vraiment ce qu'ils contiennent. Mais ne serait-ce pas en partie pour les retrouver que la comtesse de Chambord l'aurait encouragé financièrement dans ses travaux? La seconde découverte de Béranger intervient lors du remplacement de la chaire. Une fois celle-ci démontée, Antoine, un des ouvriers, est attiré par le balustre en bois sculpté déposé sur le sol. Antoine trouve dommage de le jeter. Il s'en empare et tombe alors une fiole en verre cachée dans un creux de celui-ci. C'est que dans cette fiole se trouve un morceau de papier. Antoine l'apporte au curé. Dès le lendemain, Béranger demande aux ouvriers de soulever une dalle se trouvant scellée dans le sol de l'église. C'est alors qu'une fois retournée, cette dalle laisse apparaître sur sa face cachée un superbe décor. Wow. Il date du 8e siècle et représente entre autres un chevalier. La 3e découverte est une houle remplie de monnaie en or cachée dans le sol de l'église. Mais tu vas la fermer, ouais! Dans son journal intime, daté au 21 septembre 1891, excavé une tombe. Lettre de Granès. Découverte d'un tombeau, le soir, pluie. Béranger a donc découvert un tombeau. Et pas n'importe lequel. Le tombeau des seigneurs, recouvert jadis par l'abbé Bigot. Un an plus tard, une voisine est attirée par un bruit dans le cimetière. Elle se met sur la pointe des pieds, regarde par-dessus le mur. Le spectacle qui s'offre à elle la laisse sans voix. Monsieur le curé, accompagné de sa fidèle servante Marie, creuse des trous dans le cimetière. Il semble s'intéresser tout particulièrement à une tombe, celle de la marquise de Hautpoul, dont il efface une partie de l'épitaphe. Et si c'était sous cette tombe que se trouvait l'entrée d'une salle au trésor? L'abbé est sommé de s'expliquer, mais il ne convainc pas. Pour beaucoup, c'est une évidence. Les documents, la fiole, la dalle, le tombeau. Tout ceci est un jeu de pistes dont seul Béranger connaît la finalité. Un immense trésor. Mais d'où proviendrait ce trésor? Plusieurs hypothèses sont avancées. Des objets de valeur cachés à la Révolution, une partie du trésor des Templiers ou encore des Visigoths. Des documents ayant appartenu aux cathares et qui à eux seuls pourraient remettre en cause certains fondements de notre civilisation. C'est que dans la région, il s'en est passé des choses. D'ailleurs, l'abbé Boudet, qui officie juste à côté dans le village de Rennes-les-Bains, l'avait peut-être bien compris. Serait-ce pour cette raison qu'il publie ce livre si étrange, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Ce livre, dans lequel on trouve une carte dessinée à la main, est écrit d'une bien étrange façon, un peu comme si l'abbé nous incitait à lire derrière les mots. Et que dire de l'abbé Gélis, curé du petit village de Coustossa, juste en face de Rennes-le-Château. Il meurt assassiné chez lui
sans que l'on sache pourquoi ni par qui. Quoi qu'il en soit, Béranger Saunière mène un grand train de vie. Il achète des terrains, fait bâtir un immense jardin, une tour, une villa. Cela attise les jalousies et voici notre curé accusé de trafic de messe. Béranger accuse le coup, mais il tient tête. Hélas, les années passent et Béranger meurt en 1917. Il emporte avec lui ses mystères et laisse seule sa fidèle servante Marie. Après la mort de Béranger Saunière, Marie se plaît à dire à qui veut l'entendre qu'il y a beaucoup d'or sous le sol de Rennes-le-Château. Mais jamais elle n'en révélera le lieu exact. Depuis cette époque, beaucoup de gens se sont intéressés à cette affaire. Ils ont proposé le fruit de leurs recherches, de leurs théories. On creuse, on fouille, on saccage. L'affaire a fait boule de neige, emporte la raison et parfois même la vie. Saviez-vous que le Da Vinci Code, ce célèbre film qui a généré plus de 750 millions de dollars de recettes à travers le monde, est tiré de l'histoire que je viens de vous raconter? Quant à nous, nous allons profiter de ce que la région peut nous donner. Une véritable cour de récréation parsemée de mines et de grottes à explorer. Nous allons nous poser à Rennes-les-Bains, juste à côté de Rennes-le-Château. C'est ici que nous allons commencer nos explorations. Alors, nous sommes à Rennes-les-Bains. Pourquoi Rennes-les-Bains? Justement parce qu'il y a des bains. C'est-à-dire qu'il y a des sources d'eau chaude qui sortent de terre et dans lesquelles les gens peuvent aller se baigner. Il y a une sorte de balnéothérapie. Et ce que vous voyez derrière, ce sont les restes des thermes romains. C'est-à-dire les thermes romains. Les Romains venaient ici se baigner. Je vais vous emmener et vous allez voir les anciennes baignoires romaines qui existent toujours. Alors voilà un peu. Dans chaque entrée, vous avez des baignoires romaines. Vous voyez ? Et donc les Romains se mettaient là-dedans et profitaient des eaux chaudes thermales de Rennes-les-Bains. Alors il y a un truc particulier quand même, c'est, regardez ici, on a 2 baignoires. Et si vous regardez bien, vous vous rendez compte que ces baignoires sont assez petites, parce que les Romains étaient plus petits que nous. Depuis, on a grandi. Si aujourd'hui, on devait avoir des baignoires pour nous, elles seraient 1,5 fois comme ça, quoi. Voilà. Alors, j'imagine que le carrelage, c'est du carrelage romain. Voilà. Dire quand même que ce truc, ça tient toujours depuis toutes ces années, quoi. Et alors, ce que vous voyez ici en dessous, ce sont des sources d'eau chaude, du pool à pas loin de 40 degrés, là, avec des bassins, dans lesquels vous pouvez vous baigner, des sources thermales qui font du bien. Voilà.
Tu ne les prendras pas. Tiens. Tiens. T'as vu le prix? Et bien voilà, on est petit matin et on va dans un lieu magique. Putain, on fait peur. Quel les lézards ici. C'est des trucs, des fois ça vous surprend comme ça vous fout les chocottes quoi. Fini hein, maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de raconter moi? Oui, on va vous expliquer un peu que ce pays, il y avait plein de légendes, il y avait plein de mystères, il y avait plein de trucs complètement dingues. Et là, on va dans un lieu qui fait partie de ces lieux de légende. On va aller dans la grotte aux Mitounes. Alors, c'est quoi les Mitounes? En fait, c'est des sorcières. Dans la tradition populaire du coin, les Mitounes sont des sorcières qui, si je me souviens bien, les soirs de pleine lune, lavaient leur linge. Et alors les agriculteurs et les paysans qui habitaient ici devaient faire toujours très attention parce que les contes et légendes du coin disaient que si jamais ces paysans rencontraient les Mitounes, eh bien les Mitounes les capturaient et les emmenaient dans leur monde à eux, c'est-à-dire un monde qui n'est plus humain, un monde magique, un monde parallèle. Et c'est là qu'on va aller. Vous allez voir en plus parce que cette grotte a quelque chose de très particulier. Et on va passer près d'un vieux moulin et une chute d'eau. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Faut même reconnaître que l'endroit, il y a pire, hein, c'est assez magique. Et on peut imaginer, si on y croit, que les Mitounes sont déjà en train de nous regarder et en train de se dire, tiens, et celui-là, si on le prenait dans notre autre monde. C'est génial, c'est vraiment génial. Et si vous avez l'œil, parce que autrement on passe à côté, elle est derrière nous, cette grotte des Mitounes. On va y aller. Hop. Et hop là. Alors c'est parti. On va aller voir un petit peu. Peut-être les Mitounes sont-elles là. Et puis vous allez voir que les parois ici sont très particulières parce qu'elles sont blindées de fossiles. Alors des fossiles de quoi? Je ne sais pas, je vous dirai peut-être après quelques recherches. Mais c'est assez extraordinaire. Alors encore faut-il le voir, et fossiles, ce ne sont que des fossiles. Ici, regardez, très beau ici. On dirait un peu les crop circles, hein. Jamais facile de faire les prises de vue. Vous pouvez imaginer, je tiens les lampes, je regarde où je marche, je tiens l'appareil photo, je regarde l'écran. Évidemment, il n'y a personne pour m'aider. On entend le son de la machine à lessiver des Mitounes.
C'est ici que ça s'arrête pour nous. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, moi, je ne peux pas. Mais les mitounes, si elles sont quelque part, elles sont peut-être là derrière.